Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc, je vous racontais dans l'avant-dernier épisode, je vous racontais est-ce que j'atteindrai 100 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Donc, c'est la première année que je me suis lancé à mon compte, donc précisément cet hiver, donc il y a quelques mois. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui m'a fait bouillir le cerveau pendant des mois. C'est le sujet de trouver sa niche. Alors, trouver sa niche, donc tout le monde dit faut que tu te niches, mais moi je suis quelqu'un d'hyper curieux à la base, qui aime tout tester et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles je me suis lancé à mon compte. Et du coup, dans cet épisode que je vais couper peut-être en mini épisode si ça fait trop long, je verrai à la fin le temps que ça prend. Je vais vous partager comment trouver une niche sans t'enfermer dans une prison. Donc, je vais m'appuyer un petit peu sur mon exemple et aussi des exemples d'entrepreneurs et solopreneurs que j'ai réussi à trouver en réalisant cet épisode. Donc, si tu me découvres dans cet épisode, donc moi, c'est Marc-Antoine. Pendant 10 ans, j'ai été directeur marketing et communication en start-up et cabinet de conseil, donc en France, mais aussi au Canada. Et aujourd'hui, j'ai décidé de mettre mon expérience au profit des consultants et entrepreneurs de l'impact. Donc aujourd'hui, ma mission, c'est d'apprendre aux consultants et entrepreneurs de l'impact à attirer des clients sans passer leur temps sur LinkedIn. Donc dans cet épisode, on va voir qu'est-ce qu'est une niche, les deux types de niches qu'on peut construire, être niché versus ne pas être niché, quelles implications, quels avantages et quels inconvénients. Je vais vous prendre mon exemple cette année. Ensuite, comment je compte aider 1000 personnes cette année en étant niché. Et enfin, conclusion, je vais vous dévoiler la niche que j'ai choisie, comment je l'ai choisie et ce qu'il faut retenir de cet épisode. Pour commencer, qu'est-ce qu'une niche? Déjà, quand on parle de niche, la plupart des gens, à commencer par moi au début, la plupart pensent à la prison. Ouais, en fait, je vais choisir une niche, c'est comme créer sa propre cellule, créer sa propre prison, se mettre les chaînes. En fait, pas du tout. Une niche, il faut voir ça comme un signal pour ton client idéal. Heu, Par exemple, pourquoi c'est important de choisir une niche? Parce que pour te démarquer. Par exemple, imagine, je me mets à la place d'un dirigeant d'une PME industrielle qui consomme beaucoup de ressources et qui veut faire des économies d'énergie sur les ressources qu'il consomme. Donc, imaginons, je suis sur LinkedIn et là, j'ai 2 consultants. Le premier qui poste une étude de cas où il parle exactement aux gens comme moi. Le post m'intéresse, je regarde sa phrase d'accroche qui est écrite en dessous son nom et il y a écrit: «J'aide, les PME industrielles à réaliser jusqu'à 20 d'économie d'énergie, grâce à l'IA». Je dis n'importe quoi. Quelque chose de très spécifique. En face, on a un autre consultant, donc qui va publier peut-être le même post, mais qui sa phrase d'accroche va être: «Consultant RSE pour PME». Donc vers quel profil va être attiré le dirigeant de la PME? Vers le premier, parce qu'il va se dire: «Ouais, lui, c'est vraiment il sait de quoi je parle, il sait, quel est vraiment mon problème, c'est vraiment la personne, par qui il faut que je passe». Alors, il va pas forcément passer par elle, parce que ça, c'est que la première étape. Derrière, il y aura d'autres étapes pour, convertir véritablement ce client. Donc on les verra dans un prochain épisode. Donc un, la niche, c'est un signal. C'est essentiel pour se démarquer. 2, c'est vital en fait pour créer une entreprise qui te respecte, c'est-à-dire pour optimiser tes process. Si tu fais comme moi, comme je faisais au début, j'accompagnais des PME, des startups, des institutions, des freelances. Donc en fait, à chaque fois, c'est des méthodes d'accompagnement différentes. En plus, je les accompagnais sur des sujets différents. Je créais des podcasts de marque pour des grosses institutions de plusieurs centaines d'employés. À côté de ça, j'accompagnais des petites entreprises à devenir Corp. J'accompagnais d'autres startups sur leur marketing. Enfin, ça part dans tous les sens. Et en fait, chaque fois que tu passes d'un projet à un autre, il y a rien qui est standardisé et donc tu peux pas optimiser ton temps. À chaque fois, tu dois créer des nouvelles ressources et c'est infini en fait dans le temps.
Donc pour avoir quelque chose de sain, qui te respecte, qui ne te crame pas, c'est bien d'avoir quelque chose de standardisé, d'optimisé, d'avoir des process et pour avoir des process, mécaniquement, il faut avoir un même type de client ou un même type de projet ou en tout cas quelque chose qui s'en rapproche. Donc la niche permet justement d'atteindre ce résultat. Et donc en 3, l'intérêt d'avoir une niche, c'est de délivrer une expérience client qui te permette d'être fidélisé et d'être recommandé par tes clients. Reprenons le cas d'un client que tu accompagnes. Donc, tu le prends parce que voilà, ça s'est fait comme ça, mais tu as pas l'habitude, par exemple, c'est un client, un institutionnel, tu as pas l'habitude de travailler avec ces gens-là. Donc, tes process déjà, ils vont forcément paraître bizarres. Je te prends un exemple. J'accompagne un institutionnel, une ETI, ils sont 750 employés et eux, ils bossent sur Teams. J'ai été obligé de me créer un compte Teams pour bosser avec eux. Parce qu'au début, les visios qu'on faisait, je les programmais sur Google Meet, comme j'ai l'habitude de faire avec tout le monde. Sauf que les corpos, ils sont très Microsoft, ils sont très Teams. Et enfin voilà, quand tu as pas l'habitude de bosser sur Teams, c'est un enfer. Donc, tu as 2 agendas. Donc déjà, c'est le parcours du combattant pour pas t'entremêler entre ton agenda Google Agenda et ton agenda Teams. Donc, c'est un petit exemple pour illustrer que les méthodes ne sont pas du tout les mêmes. Tu bosses avec des startups, des TPE, tu vas peut-être pouvoir bosser sur Notion. Quand c'est avec des corpos, c'est impossible. Donc, derrière, ça implique de prendre des nouveaux outils, etc. Et ça se voit de suite quand quelqu'un n'a pas l'habitude de bosser ou a moins l'habitude de bosser sur un outil en particulier. Parce que en face de lui, potentiellement, il va avoir un concurrent qui est dans ce cadre-là spécialiste des institutionnels, qui lui, il va tout le temps travailler sur Teams, il va être sur SharePoint pour le partage des documents, etc. Donc, forcément, le client, il a une expérience qui lui parle beaucoup plus. Et donc, il aura plus de chances d'être fidélisé avec ce profil et donc de le recommander qu'avec toi. Donc, c'est pas durable. Donc pour moi, voilà, ne pas avoir de niche, c'est quelque chose qui n'est pas durable. Donc les 3 raisons, pour résumer, pour lesquelles tu dois avoir une niche, c'est un, c'est te démarquer, 2, c'est te faire du bien à ta santé en standardisant et en optimisant tes process et 3, c'est délivrer une expérience client qui te permette d'être recommandé et de fidéliser tes clients. Donc maintenant qu'on a vu, qu'est-ce qu'est une niche et pourquoi il faut absolument que tu définisses ta niche, on va voir, comment définir une niche. Donc, les 2 types, de niches qui existent. Alors désolé, je vais utiliser des anglicismes, mais parce que c'est nettement plus simple. Donc le premier type de niche, c'est les target based niches. Donc une target based niche, si j'essaie de traduire, une niche basée sur des critères socio-démographiques. C'est le type de niche le plus courant en fait. Par exemple, si je cible les femmes dirigeantes dans les PME qui sont âgées entre 35 et 45 ans et qui travaillent dans des PME tech ou dans des PME, j'en sais rien, de l'agro. Voilà, ça c'est un exemple de target based niche, un exemple dans le B2B. Donc quand on vend aux entreprises, si je suis une entreprise du B2C, je vais dire moi ma niche c'est les jeunes garçons de 18 à 25 ans qui vivent dans des grandes villes. Voilà, ça c'est une target based niche. Maintenant, le deuxième type de niche, c'est les trigger based niche. Donc, qu'est-ce que c'est une trigger based niche? C'est une niche basée sur un trigger. Donc, un trigger, un événement. Un événement, c'est quoi? C'est un événement de la vie. Par exemple, je vais dire ma niche, c'est les femmes enceintes. Ma niche, c'est les hommes qui vont se marier dans les 2 ans à venir. Ma niche, c'est les hommes qui sortent d'une opération, d'une maladie et qui ont besoin de faire un certain type de rééducation. Donc du coup, dans cette méthode-là, on ne parle pas forcément aux personnes en fonction de leur âge, de leur origine, de leur lieu de résidence ou de leur type de structure dans lesquelles ils travaillent, mais en fonction vraiment d'un événement. Et en fait, l'événement, par exemple, les femmes enceintes, la grossesse, c'est une période très courte, donc sur 9 mois. Mais pendant ces 9 mois, en fait, la personne va avoir des besoins très précis, très spécifiques.
que n'ont pas, les autres femmes ou les autres personnes du même âge. Et donc qui dit besoin spécifique, dit réponse et solution spécifique et là, la personne qui va être en capacité d'y répondre, elle aura un marché, une niche intéressante. Et par exemple, un exemple de trigger based niche, donc de niche basée sur les événements dans le B2B, eh beh, on va avoir par exemple, une entreprise qui vient d'être reprise, donc par un repreneur. Par exemple, une PME, une TPE où le dirigeant était un boomer, donc voilà, 65-70 ans, qui est parti à la retraite et qui du coup, a fait reprendre, sa société par un repreneur. Donc une entreprise qui vient de se faire, reprendre, beh, c'est une entreprise très particulière qui est dans une étape de sa vie. C'est un événement a priori qui n'arrive pas tous les 5 ou 10 ans. Donc c'est une entreprise qui va avoir des besoins très spécifiques, très particuliers et quand on est un consultant ou un coach, dans l'accompagnement au changement, la transformation, tout ce qui est nouvelles technologies, RSE et cetera, eh beh, c'est un cadre propice à tous ces changements, quand un nouveau dirigeant prend la tête d'une boîte. Donc voilà, ça c'est un exemple. Donc, les entreprises en cours de reprise. Par exemple aussi, un autre cas, les startups qui viennent de lever des fonds. Une startup qui vient de lever des fonds, beh, c'est une startup qui a du cash, donc qui a fait une levée de fonds a priori dans un objectif particulier, soit pour accélérer le développement d'une technologie, soit pour financer, son marketing. Donc, peut-être qu'elle est sur le point d'aller, chercher à conquérir, tel marché à l'international ou, d'ouvrir, voilà, un nouveau marché, une nouvelle cible et cetera. Donc voilà, 2 exemples en B2B de trigger based niche, donc de niche basée sur les événements où, si vous arrivez à vous positionner dessus, eh beh, vous allez forcément vous démarquer. Là, par exemple, pour vous donner 2 exemples concrets, ces derniers jours, je parlais à 2 profils, avocats et consultants hyper intéressants. La première, c'est une avocate. Sa niche à cette avocate, c'est justement les deals de start-up. Donc quand les start-up se font racheter ou qu'un fonds d'investissement rentre dans la start-up, eh ben elle accompagne, la start-up pour, s'assurer que le deal soit OK. Donc elle est vraiment nichée là-dessus et du coup, elle se différencie de tous les avocats d'affaires, qui vont dire: «Ben, moi, j'accompagne les entreprises». Voilà, donc de suite, un start-upper qui est en train de lever des fonds, cette avocate, elle va être de suite en tête. Ensuite, un autre profil, donc hier, je discutais avec, une consultante et coach en RH, une personne qui avant de se lancer a bossé près de 7-8 ans dans l'aéronautique, donc dans la RH et qui son job, c'était faire de la fidélisation de talent et aussi de la mobilité internationale, en particulier France-Canada. Donc là, il y a plein de niches là-dedans. En fait, vous pouvez vous dire, ouais, une personne comme ça, elle peut cibler soit les entreprises de l'aéronautique qui veulent fidéliser leurs employés. Donc déjà, ça, c'est une niche intéressante parce que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler dans l'aérien, dans l'aéronautique, eh ben forcément, il y a plein de codes qu'il n'aura pas et il y a des choses qui seront plus lentes au démarrage avec lui. Et autre niche là-dedans, où elle, en fait, elle peut arriver à combiner le côté target based et le côté trigger based, le côté mobilité internationale, où elle, en particulier, c'est France-Canada. Donc France-Canada, il y a beaucoup de Français qui partent chaque année s'installer au Canada. Et donc un expatrié, c'est quelqu'un qui a des besoins très, très, très spécifiques. Donc dans la mobilité internationale, il y a du déménagement, il y a l'ouverture de comptes bancaires, enfin, c'est vraiment un changement de vie. Et donc, quand on est niché là-dessus, en fait, on crée son monopole. Il y a plus de concurrence. Donc, voilà, c'était pour vous donner des exemples. Donc, plus ton marché est concurrentiel, donc c'est-à-dire plus il y a d'offres sur ton marché, plus ta niche doit être spécifique. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des marchés, si je prends l'IA, aujourd'hui, des formateurs en IA, ils commencent à en avoir des tonnes. Tout le monde commence à promettre la lune. Ouais, en une journée de formation, je vais permettre à votre service d'économiser l'équivalent de 2 postes ou, de gagner 10 heures par semaine sur tel, sujet. OK, mais moi, par exemple, je suis une compagnie maritime. Dans mes métiers à moi, est-ce que tu vas vraiment comprendre quels sont mes usages, quels sont les usages de mes employés? Est-ce que tu vas comprendre ça? Est-ce que tu vas, du coup,
être efficace là-dessus? Pas certain. Donc voilà pourquoi avoir une niche, c'est vraiment important. Alors, quel, modèle choisir? Entre les niches basées sur, les critères sociodémographiques, donc les target based niches et les niches basées sur, des événements de la vie, les trigger based niches. Mais chacune a ses avantages, ses inconvénients. Mais déjà, en fonction de ce que vous faites, vous ne pourrez peut-être pas choisir, une méthode plutôt qu'une autre. Enfin, vous serez plutôt obligé de choisir une méthode plutôt qu'une autre. Ensuite, quels sont les avantages et les inconvénients? La première, les target based niche, beh, une fois que vous avez développé une relation, que vous avez noué une, relation de collaboration avec, donc je parlais des dirigeants de 35 à 45 ans dans la tech, mais une fois que la relation elle est bâtie, le besoin de la personne, a priori, il va rester, voilà, vous allez le résoudre, mais cette personne-là, vous pourrez toujours l'aider, l'accompagner, sur le long terme. Alors que, par contre, potentiellement, il y aura, plus de concurrence qui parleront à cette niche. Par contre, dans l'autre cas, si on parle des trigger based niche, par exemple, si on parle des hommes qui se marient ou des femmes enceintes, dans la logique dans la logique, un homme, ça ne se marie qu'une fois. Bon, au pire, voilà, ça va se marier 2 fois, mais c'est vraiment un événement de la vie, ça arrive qu'une fois dans la vie. Une femme enceinte, elle va avoir besoin de votre solution pendant 9 mois et après elle en aura plus besoin, à moins que derrière vous développez quelque chose d'autre pour, voilà, dans sa reprise du travail ou et cetera. Mais c'est des niches peut-être, plus éphémères, mais où par contre, le fait de se nicher là-dessus, ça vous démarque vraiment du reste du lot. Donc vraiment chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Donc je pense que déjà sur, ces bases-là, vous pourrez définir quel type de méthode vous voulez appliquer à votre activité. Comment j'ai commencé à identifier ma niche? Comme 99 des entrepreneurs et des freelances, j'ai démarré mon activité en n'étant pas niché. En même temps, c'était intentionnel parce que je me suis dit: «C'est une année découverte sur les 6 premiers mois. En fait, j'ai envie de prendre tout ce qui me vient et justement de varier au maximum pour identifier le type de projet sur lequel j'apporte, le plus d'impact et sur lequel je prends le plus de plaisir et après je coupe tout le reste et je me focus là-dessus et à ce moment-là, je pourrais commencer à optimiser mes process et cetera, tout ce que je vous racontais dans la partie 1. Pourquoi se nicher? Qu'est-ce qu'une niche? Donc sur quoi j'ai commencé? Donc avant de quitter, il y a 1 an et demi, mon job salarié à temps plein que j'occupais en agence d'urbanisme, j'ai fait une formation pour devenir consultant RSE. Donc avec la baraque à impact, une formation car je voulais ajouter une brique systémique à mon parcours en marketing durable. J'ai bossé sur plein de projets, donc je vous en parlais, des certifications B Corp, des projets de communication responsable, et cetera. Et de suite, en fait, j'ai lancé ce podcast The Impactors pour vulgariser le sujet de la RSE. Donc à la base, je me dis: «La cible que je cherche à attirer, c'est des PME, donc sans être très explicite et donc je veux lancer un podcast pour vulgariser la RSE pour, les cadres qui bossent dans les PME et ce podcast, voilà, va les attirer à moi. Podcast, très vite, il a pris et là, j'ai fait une grave erreur, ça a été de m'écouter. Alors pourquoi? Je voulais absolument transformer les entreprises en profondeur. Donc la RSE pour moi déjà, je voyais comme, c'est juste, c'est pas assez, c'est une porte d'entrée. Moi, ce que je veux, c'est vraiment transformer le modèle économique des entreprises pour les rendre vraiment sustainable by design. Donc je voulais attirer les personnes qui étaient en mesure de faire ça vers moi, donc c'est-à-dire des dirigeants, des cadres, et cetera, qui prennent la décision de faire aller leur boîte vers ça. Mais petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que j'attirais vers moi que des coachs et consultants de l'impact qui avaient besoin de conseils pour se vendre. Pour moi, c'était un échec, vraiment, parce que je me disais: «C'est ce que je veux faire, en fait, j'y arrive pas, j'attire les mauvaises personnes». C'est dur de dire ça, désolé pour ceux qui écoutent, mais vraiment, je me disais: «Je n'attire pas les bonnes personnes, moi, ce que je veux, c'est les personnes qui ont vraiment les clés pour transformer les entreprises» et là, justement,
le podcast, j'enregistre un épisode avec Isabelle Châtillon, qui est une ex de L'Oréal et qui justement, en fait, a claqué la porte de L'Oréal en disant: «Mais moi, ma valeur ajoutée, moi, je suis un crack en marketing. J'ai plus envie de consacrer mon temps et mon talent, en fait, à vendre des rouges à lèvres». Et donc, elle s'est dit: «Je vais transformer les entreprises». Et en fait, c'est une fille qui a 2 ans d'avance sur moi. Elle s'est lancée bien avant moi et je me suis dit: «Tiens, c'est sympa de l'interviewer, voir où elle en est». Et là, elle me racontait que vraiment, ça a mis 2 ans, son parcours. En fait, où elle a oscillé entre ou d'accompagner des entreprises sur leur marketing, donc des entreprises engagées, ou alors se positionner vraiment comme consultante RSE, consultante en transformation, pour vraiment opérer des transformations. Et là, elle me décrivait, qui m'a dit une phrase qui m'est restée là dans la tête: «Ce n'est pas ce que tu veux qui va déterminer ton impact, c'est ce que les gens veulent. C'est le besoin que formule ton audience qui va déterminer ton impact». Et donc, elle était entre ces 2 choses. Et en fait, à ce moment-là, son besoin d'impact lui dictait d'impacter plus profondément, les clients qu'elle accompagne, donc pas seulement en faisant, de la communication responsable, mais en opérant des véritables transformations. Donc elle est restée, voilà, un moment entre consultante communication marketing responsable slash, consultante en transformation. Elle me disait: «Le temps est très long pour passer d'un profil quand tu es très marqué marketing à un profil marqué transformation». Mais elle, son besoin d'impact lui dictait vraiment d'aller vers de la transformation. Et je me retrouvais, donc ça, je parle de ce moment-là, c'était en avril, je me retrouvais exactement dans son cas de figure. Et c'est cette intuition que j'avais. Mais au bout d'un moment, en fait, quand j'ai laissé maturer tout ça, j'ai vu un petit peu, avec, quel profil, en fait, j'avais des conversations, qui venait me poser des questions, me demander de l'aide. Et ben, au bout d'un moment, j'ai commencé à voir, le problème autrement. La question que je me posais, c'est, comment je veux avoir de l'impact? Et en fait, j'ai modifié un ou 2 mots dans cette question et je suis revenu à une question beaucoup plus réaliste qui est: comment je peux avoir le plus d'impact aujourd'hui? Très simplement, en aidant les meilleurs impacteurs d'aujourd'hui à impacter à leur plein potentiel. Donc les meilleurs impacteurs, c'est des entrepreneurs, des coachs, des consultants dans tout ce qui est RH, QVT, RSE, qui sont des profils souvent scientifiques, techniques, ingé, qui ont jamais fait trop de marketing, justement à les aider à ajouter cette brique, com, marketing qu'ils ont pas, pour booster leur impact et qu'ils impactent vraiment au top du top à leur plein potentiel. Et là, si je peux aider ces gens-là, ben j'aurai beaucoup plus d'impact que si j'aide péniblement, 5 ou 6 entreprises par an à se transformer et avec qui je sais que ça va être pénible. Et donc, ces meilleurs impacteurs-là dont je suis en train de parler, beh, ce sont ces experts qui ont commencé à me suivre et écouter ce podcast depuis un peu plus d'un an et qui ont un profil scientifique, ingé, technique, qui sont des cracks dans leur zone d'impact, mais qui galèrent à attirer un flux régulier de clients vers eux. Et souvent, ce qu'ils me disent, c'est: «Regarde, maintenant, c'est devenu le roi de LinkedIn sur mon sujet, alors que ce qu'il dit, c'est bateau. Moi, je propose des accompagnements beaucoup plus poussés, je permets des transformations nettement plus ambitieuses et pourtant, beaucoup de gens vont vers lui parce que lui, il a juste compris, ben, le truc du marketing, quoi. Il a compris que vulgariser, son expertise et surtout faire comprendre au client le retour sur investissement qu'il apporte et comment il apporte et surtout que c'est facile et rapide de l'obtenir avec lui, eh ben forcément, il passe devant tout le reste. Si cette personne publie du contenu régulièrement, qu'il a les codes, et cetera, beh, ça va aller beaucoup plus vite. Donc je me suis dit: «Si je pouvais dans les 12 prochains mois aider 1000 impacteurs à passer d'impacteurs, émergents à impacteurs augmentés», alors oui, je pourrais dire: «Je serais fier de l'impact que j'ai pu générer sur les 12 derniers mois». Donc
Voilà, c'est comme ça que je me suis mis maintenant ma niche, c'est les entrepreneurs, consultants et coachs de l'impact, donc qui sont dans la RSE, la QVT, la RH et les nouvelles technologies. Donc les aider à attirer un flux régulier de clients pour, développer une activité saine et apaisée. Tant, hein, sur LinkedIn à se demander: «Qu'est-ce que je vais poster? Est-ce que je vais avoir des clients le prochain mois?» et cetera. Donc du coup maintenant je suis niché. Quels avantages et inconvénients? L'inconvénient d'abord, aujourd'hui ma niche, c'est les entrepreneurs, coachs et consultants de l'impact qui ont entre 35 et 45 ans. Pourquoi entre 35 et 45 ans? Ben parce que tout simplement, quand je regarde les statistiques de mon podcast, de ma newsletter et quand j'observe les personnes qui viennent directement vers moi sur LinkedIn sans que je les connaisse, ben c'est l'âge qu'elles ont. Donc ça veut dire que la façon de concevoir mes accompagnements, mes formations, mes programmes, etc., mes contenus, eh ben, elle va être designée, elle va être conçue pour ces gens-là qui sont dans l'impact, qui ont entre 35 et 45 ans. Après, attention, ça ne veut pas dire que si un entrepreneur de 55 ans ou de 28 ans vient pour se faire accompagner, je vais lui dire non. Bien au contraire, je vais aussi l'accompagner. Encore une fois, la niche est juste un signal. Ça ne veut pas dire que je vais refuser les autres. Non, mais donc, l'inconvénient, c'est ce que je voulais dire au départ, en recentrant tous mes efforts sur cette catégorie de personnes, mécaniquement, je ne vais plus m'adresser directement aux PME qui veulent engager des projets de transformation. Donc voilà, potentiellement, je passe à côté de projets, mais si demain j'ai un projet qui vraiment me parle dans cette veine-là de transformation, eh bien, je peux le prendre. Mais je le prendrai comme un side business, comme un projet que je ferai à côté de mon job principal qui est d'aider les consultants et entrepreneurs de l'impact à attirer des clients. Donc l'avantage maintenant, le gros avantage, c'est que je vais attirer beaucoup plus facilement les consultants impact que je veux accompagner. Donc pour te donner un exemple, fin de semaine dernière, qui a 5 jours, j'ai refait mon profil LinkedIn. Donc je l'ai vraiment optimisé pour qu'il parle à ces entrepreneurs et consultants de l'impact. En 5 jours donc, je vous partage mon écran pour ceux qui regardent sur YouTube et je vous mets aussi les captures d'écran des stats dans ma newsletter. Je vous mets les liens en dessous de l'épisode. Donc en 5 jours, j'ai refait mon profil LinkedIn et en 3 posts, donc en 5 jours, je vais voir ici avec vous les statistiques. Donc avec 3 posts en 5 jours, avec un profil, optimisé pour, du coup ma nouvelle niche, j'ai gagné 58 nouveaux abonnés. 58 nouveaux abonnés et quand, j'ai été voir, tout à l'heure, juste avant de faire l'épisode, vraiment des abonnés qualifiés, qui sont vraiment dans ma niche et pour les gagner, j'ai publié 3 posts, du coup, qui parlent vraiment à cette cible. Ces 3 posts, ils ont permis de générer plus de 10 000 impressions et ça a généré en engagement, je regarde, 216 engagements. Donc vous voyez en vidéo par rapport au jour précédent, enfin, ça a rien à voir. Donc les engagements, c'est les likes, les commentaires, j'enregistre parce que maintenant vous savez, on peut enregistrer des publications sur LinkedIn comme sur Instagram. Donc ça, c'est que c'est vraiment du contenu qualitatif, pour les personnes, qui voient le contenu. Donc c'est des statistiques très, très, très intéressantes. Donc voilà, là par exemple, on voit, 18 enregistrements, 3 envois sur LinkedIn, ça veut dire que une personne en privé a dit: «Tiens, ce contenu va intéresser, un de mes contacts, je lui envoie un message privé». Donc 18 enregistrements, 21 commentaires, 165, réactions et là voilà, pour ceux qui sont sur YouTube en vidéo, je vous montre les posts qui ont, le plus marché. Donc au passage pour vous dire, avoir un LinkedIn optimisé, c'est vraiment la base quoi. C'est vraiment clé quand on est dans le B2B, quand on est dans l'impact, si on veut, émerger et attirer des clients et justement, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. J'ai construit un outil gratuit, donc justement pour vous permettre de tester votre profil LinkedIn, savoir s'il est bien optimisé, savoir si vous faites les choses bien. En fait, c'est les recommandations que je me suis appliquées à moi-même et que, je propose aux personnes que j'accompagne et donc j'en ai fait un quiz et ce quiz, il vous permet d'obtenir un score sur 100, donc compris entre 0 et 100.
Donc, votre profil LinkedIn obtient un score de 0 à 100 et en fin de quiz, vous obtenez mes recommandations personnalisées à implémenter sur votre profil LinkedIn pour attirer plus de clients. Donc, il y a un impact immédiat, les chiffres ne mentent pas. Et pour finir, là où c'est vraiment, je trouve, le deuxième avantage, mais c'est un avantage de dingue, c'est que je t'avoue que le fait de se nicher, ça t'impose un cadre. Et honnêtement, ça permet de mieux dormir la nuit car j'ai délimité ma zone d'impact, je me sens nettement mieux. En fait, ça devenait vital. Mon cerveau, il cramait en permanence, en fait. Je me disais toujours: «Tiens, je pourrais peut-être faire ça, je pourrais peut-être aider ce type de client. Tiens, j'ai pensé à ça, que je pourrais déployer». Là, aujourd'hui, je sais que, voilà, j'ai un cercle qui est déjà beaucoup plus délimité et quand on est quelqu'un un peu comme moi, qui est multipotentiel, qui est très curieux, qui a toujours en fait envie de voilà, envie de tester, d'apprendre des choses, c'est impératif parce qu'en fait, c'est infini. Est-ce que je ferme la porte à des projets de mobilité ou de transformation? Non, je mène toujours un projet de certification Bicorp et là, en ce moment, je travaille avec un groupe d'experts. On est 6, 7 sur la construction d'un projet mobilité, donc d'un prototype mobilité pour développer l'intermodalité dans les milieux ruraux. Donc donc là, vous allez dire: «Ouais, en fait, en fait, il repart dans tous les sens». Non, en fait, ce sont des projets que maintenant que c'est vraiment par exemple ces 2 projets, j'ai choisi de travailler dessus, de les accompagner et pour moi, ils sont comme des side projects, comme des side business, comme des projets que je fais à côté de mon job principal qui est d'aider les impacteurs à attirer des clients. Donc comment, en étant niché, on peut avoir un impact infini, aider un grand nombre de personnes ou transformer des gros projets en profondeur. Mais c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, je vais prendre mon exemple, comment je compte aider 1000 personnes en étant niché. Parce que beaucoup se disent, je suis niché, donc je me mets les chaînes, je vais aider qu'un petit nombre de projets. Comment je compte atteindre mon objectif d'aider 1000 impacteurs en étant niché? Ben d'abord avec mon média The Impactors, le podcast et la newsletter, pour partager chaque semaine des leviers que vous pouvez actionner dans votre quotidien pour construire votre activité. Donc, entre le podcast et la newsletter, c'est déjà un média, The Impactors, qui attire qui attire chaque mois des centaines, voire des milliers d'écoutes ou de lectures. Donc c'est un média gratuit où vous pouvez vraiment trouver des conseils actionnables. Donc ça, c'est un premier levier. Et le deuxième levier, c'est en organisant des événements. Le premier arrive en novembre. Pourquoi des événements? Ben, le but, c'est de se rassembler entre impacteurs pour apprendre à mieux vendre notre impact. Parce que l'avènement d'un monde qui tourne rond demain, eh ben, il dépendra de la réussite des impacteurs aujourd'hui. Des personnes qui ont vraiment des expertises, des métiers qui ont un impact durable sur le monde. Donc, ces gens-là, ils ont vraiment besoin de réussir. Et l'événement, donc je peux pas encore dévoiler de nom, mais donc l'événement que je compte lancer en novembre, donc je peux pas encore dire de nom ni la durée, mais c'est vraiment un événement qui est designé, qui est conçu pour ça. Donc, gonfler votre impact et se rassembler. Donc, pour finir, conclusion. Bon, l'événement, j'en parlerai bientôt ici. Abonnez-vous. Donc, 2, on a vu, te nicher, c'est pas t'enchaîner. La preuve, tu peux ambitionner d'avoir un impact beaucoup plus fort qui nourrit tes aspirations en te nichant. 3, c'est vraiment pour moi un enseignement, l'enseignement fort de ma première année en solo, c'est tu ne dois pas t'écouter. Alors, il y a quelque temps, je défendais une vision complètement inverse. Je défendais une vision intentionnelle de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis devenu contre. Parce que je voulais absolument transformer des entreprises. Et la réalité, ben, elle était en face. Et la réalité disait que ben, c'était les freelances et les entrepreneurs de l'impact qui avaient besoin de moi. Et à vouloir trop écouter mon intention, ben, j'ai raté des opportunités d'aider un tas de gens. Et voilà pourquoi aujourd'hui le pragmatisme passe désormais devant l'intention dans mes décisions. Alors oui, il faut une intention, mais c'est qu'une intention de départ. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui lance une activité, c'est fixe un cap à atteindre, lance un média pour construire une audience que tu souhaites amener vers ce cap et ensuite
écoute le bruit que génère tout ça, tout ce que tu as lancé. Qui sont les gens qui écoutent, qui lisent, qui s'abonnent à ton média? Qui sont les personnes qui s'abonnent à ton profil LinkedIn quand elles lisent tes posts? Va regarder leurs posts, leur âge, leurs intérêts et tu auras là une niche certaine à qui proposer tes services. Et la bonne niche, celle où tu pourras avoir de l'impact, ce n'est pas forcément, même c'est très rarement celle à laquelle tu auras pensé au début. Donc, ce côté pragmatique est très important. Donc, avoir une intention de départ, oui, ça c'est très important. Là, partager avec ton audience qui va co-construire le chemin vers le cap final où tu l'emmènes avec toi. Toi, en tant qu'entrepreneur, c'est ce que j'ai compris un peu cette année. En fait, tu es qu'un potier, en fait. Je sais pas, c'est la première image qui me vient, mais tu es un potier, en fait, toi, tu amènes la matière, tu commences à faire tourner la machine pour pouvoir faire monter ton pot, mais les mains, en fait, qui te permettent de monter le pot, ben, en fait, ces mains-là qui vont te permettre de sculpter le pot avec la forme qui la forme finale en fait, ça va être ton audience. Les personnes te suivent qui ont vraiment un besoin que tu leur permets de résoudre et elles vont te dire en quelque sorte: «Le pot, je veux qu'il soit comme ci, comme ça parce que, c'est ça dont j'ai besoin» et donc toi en tant que potier, tu n'as juste qu'une chose à faire, d'écouter. Il te suffit juste d'écouter et le meilleur moyen pour écouter, ta boussole qui va guider tes choix, c'est ton média, ta newsletter, ton podcast ou ton profil LinkedIn et d'observer les signaux faibles, les statistiques que tu observes là-dessus. Donc voilà pour cet épisode. J'espère maintenant vous avoir convaincu que trouver sa niche sans s'enfermer, c'est possible et même que trouver sa niche, c'est vital pour développer un business qui te respecte et c'est vital aussi si tu veux développer une activité, un business qui impacte encore plus grand. Voilà pour cet épisode. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu, si vous voyez des choses à améliorer. N'hésitez pas à me le dire en dessous ici en commentaire sur les plateformes de podcast ou à m'envoyer directement un mail en répondant aux newsletters que vous recevez sur le Substack de The Impactors. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!